Ce programme vous est offert par RTL Mani. Il n'y aura pas un accord de paix qui sera signé entre le gouvernement de la RDC et l'ex-rébellion du M23. Le ministre de Médias persiste et signe. Le gouvernement ne va pas redonner une légitimité au M23 au risque de consacrer l'impunité. Les consultations germano-congolaises ont vécu à la clé 140 millions d'euros de l'Allemagne pour différents projets en République démocratique du Congo. Le journal vous est présenté par Mamitambo. Avant de développer tous ces titres, vous suivez vers la fin de ce journal une page magazine en rapport avec l'inauguration de fin de travaux des rénovations et réhabilitations de l'hospice de vieillards Bolingani. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Je le dis en ouverture que le gouvernement congolais n'acceptera pas l'intégration des éléments de l'ex-rébellion du M23 au sein de FARDC. La seule option, c'est leur démobilisation suivie de leur réinsertion sociale. C'est du moins ce qu'a déclaré ce jeudi le porte-parole du gouvernement et ministre des Médias au cours du point de presse qu'il a tenu à son cabinet de travail. Lambert Mende est aussi revenu sur les vraies raisons du refus des délégués du gouvernement au pourparlers de Kampala de signer un accord avec le M23. Il est au micro de Alain Kukay-Blessoula. Nous ne considérons pas les raisons qui nous ont poussés à refuser cette signature comme étant des raisons liées au contenant. Pas du tout. C'est quelque chose de fondamental. C'est substantiel. Lorsque nous disons qu'il est hors de question que nous donnions un statut légitime à une force négative en signant avec elle un accord. C'est quelque chose de fondamental, ça n'a rien à voir avec un titre, non. Quelle est la nature de cet engagement que nous prenons? Et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que cet engagement produit en termes de droits, en termes d'obligations pour chacun des signataires? Nous n'avons pas voulu qu'un titre comme celui-là, accord de paix, puisse transformer une force négative que nous devons éradiquer en une structure banale qui va être sujette de droit avec laquelle il va falloir traiter et créer dans les esprits des Congolais l'idée qu'on peut tuer, on peut violer, on peut extorquer sans conséquence. Il faut une ligne rouge. C'est celle-là que nous voulons tracer. L'Ouganda dit avoir reçu 1700 éléments du M23. Nous en doutons. Nous en doutons parce que rien ne nous permet de penser que sur les 300 à 400 éléments qui restaient actifs sur les trois montagnes de Tchanzuru, Nyoni et Mbouzi, qu'il y ait eu une démultiplication, qu'il y en ait 400 au Rwanda et 1700 en Ouganda. Nous en doutons, nous voulons vérifier les choses, nous les vérifierons, puisque personne ne les remettra de force en République démocratique du Congo, sauf à vouloir faire la guerre à la RDC, nous verrons bien. Déjà ce mercredi, la délégation gouvernementale à Kampala a persisté et signé. Il n'y aura aucun accord signé entre le gouvernement et le M23. Plutôt une déclaration à faire. Coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba Tchishimbi, considère qu'il ne s'agit pas d'une simple question de sémantique. Il a été joint au téléphone depuis Kampala par Nora Olondo-Iloa. Intermédiaire au sens de trouver un compromis, vous voulez dire. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais nous rappelons simplement que la question qui se pose n'est pas une question de sémantique, c'est une question de fond, puisque si nous allions, nous, au gouvernement de la République du Congo, signer un document appelé accord avec une force négative traite sur le terrain, chassée du terrain, cela n'aurait absolument aucun sens. La guerre ne s'est pas arrêtée dans le Kivu, dans le nord Kivu, puisqu'il y aurait eu un accord à Kampala. La guerre s'est arrêtée parce que il y a eu une défaite du M23 et ils ont été chassés du terrain. Donc il faut que cet aspect-là soit reflété dans les documents qui
que nous pourrions signer. Bien entendu, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des engagements. Nous allons tenir nos engagements sur les questions d'amnistie, sur les questions d'intégration et tout ça, etc. On a déjà expliqué la position du gouvernement là-dessus. Tout cela sera tenu. Mais nous ne pourrions pas signer quelque chose qui s'appelle accord avec un fantôme. Donc, la balle est dans le camp de la médiation, à elle de faire diligence et de comprendre le bien fondé de la position du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons fait des propositions pour qu'on puisse appeler cela déclaration, voire appeler cela conclusion des Kampala. Mais si cela ne convient pas, donc il appartient à la médiation de créer les conditions pour que ce document qui vient soit non seulement conforme, mais que nous puissions passer à autre chose. Hein, ça fait trop longtemps que toutes ces choses durent. Maintenant, voilà, donc nous ne sommes pas en train de pinailler sur des détails, c'est sur des questions de fond. L'histoire devra retenir que l'M23 a disparu consécutivement à une défaite militaire et non pas un accord de Kampala. Sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo, ce sujet a été au centre d'une séance de travail présidée hier par le chef du gouvernement. Des unités de la police nationale congolaise vont être déployées et une autre envoyée au Centrafrique dans le cadre de la CEAC. Jean-Louis Miasekama nous renseigne aussi que l'administratrice adjointe de l'Agence américaine pour le développement international, Linda Itine, en ce jour à Kinshasa, a été reçue ce mercredi par le Premier ministre Matata Ponyo. Après les victoires des FARDC contre le M23, l'État congolais reprend ses droits à l'est de la RDC. Je viens du Nord Kivu. Il est important de soutenir le programme de déploiement de la police pour sécuriser les espaces libérés par nos FARDC, mais aussi encadrer les mouvements des populations qui rentrent sur leur site d'origine. Nous avons parlé de l'unité qui doit être dépêchée en RCA dans le cadre des stratégies arrêtées par la CEAC. En matière d'infrastructures pénitentiaires, il y a également des nouvelles. Nous avons aussi parlé de la construction ou la réhabilitation des maisons d'arrêt. Parce que, comme vous le savez, nous avons un programme spécial pour éradiquer le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa. L'administrateur adjoint de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, a évoqué son entretien avec le Premier ministre. Ils ont parlé des récents développements dans la situation en République démocratique du Congo. Ils ont parlé des programmes de gouvernement pour la stabilisation de l'Est de la RDC, la croissance économique. Ils ont aussi discuté de la manière que l'USAID peut intervenir pour appuyer les efforts du gouvernement. L'aide de l'USAID à la République démocratique du Congo est concentrée dans les domaines de la santé et l'éducation, mais maintenant il y a aussi un intérêt dans les domaines de l'énergie. Il est évident qu'avec la défenestration du M23, la RDC va susciter un regain d'intérêt de la communauté internationale. Je le dis encore en ouverture que les 3e consultations intergouvernementales germano-congolaises ont eu lieu les 12 et 13 novembre à Kinshasa. Elles ont débouché sur la signature d'accords entre le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, Célestin Tunda Yakasende, et l'ambassadeur d'Allemagne, Dr Wolfgang Manning, au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, Jean-Louis Miasekama, Patricia Amouli et Mathieu Ngadibovi pour le reste. La signature du procès-verbal des 3e consultations intergouvernementales germano-congolaises ont sanctionné ces travaux. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tunda, et l'ambassadeur d'Allemagne, Dr Wolfgang Manning, ont signé 3 accords de coopération de 140 millions d'euros. Ce sont ensemble un montant de 140 millions d'euros. De la domaine de coopération financière, de domaine de coopération technique. Et ces montants, c'était les années 2010 et 2012, mais c'est nécessaire de le signer aujourd'hui pour ouvrir la nouvelle période de notre coopération. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tunda, a circonscrit le sens de ces travaux. Nous avons recommandé à la partie congolaise de prendre des mesures idoines pour améliorer l'appropriation et la durabilité des interventions allemandes en République démocratique du Congo. Bien avant dans la matinée, il est revenu au vice-ministre Célestin Tunda de lancer les travaux pour cette journée du 13 novembre 2013. Il s'agissait de la paix et stabilité,
l'environnement et protection des aires protégées, l'énergie, eau et assainissement, microfinance, mines et santé. La délégation allemande, conduite par Vera Rosendahl, haut fonctionnaire au ministère de la Coopération économique et du développement à Berlin, a eu le 12 novembre 2013 des séances de travail avec les experts du ministère de l'Environnement. On retrouve encore le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tunda Yakasende, qui a conféré cette fois avec les ambassadeurs du Canada, du Brésil et de l'Allemagne le vote prochain d'une résolution de l'ONU sur la promotion de la dignité et l'identité de la personne a été le sujet évoqué. Patricia Mondi. En prévision de la 68e Assemblée générale de l'ONU, les pays membres du Conseil de sécurité ont débuté leur consultation pour le vote prochain d'une résolution pour promouvoir le respect de la personne, sa dignité et son identité. C'est la raison des audiences du vice-ministre des Affaires étrangères, Tunda Yakasende, ce 13 novembre 2013. Et pour cette résolution, c'est un appel aux États membres des Nations Unies de protéger la vie privée, mais aussi un appel à un rapporteur spécial de donner un rapport dans les prochains 2 ans à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la protection des données. Pas seulement entre le Brésil, l'Allemagne et le Congo, mais on espère pouvoir engager beaucoup d'autres pays dans ce débat au sein des Nations Unies et qu'on puisse arriver à un document final qui porte cet objectif. L'ambassadeur du Canada a parlé du même sujet avec le vice-ministre des Affaires étrangères. On a eu l'occasion par le même moment de parler d'une démarche qui est une démarche annuelle de la part du Canada au niveau du respect que devrait avoir la communauté internationale pour les droits de la personne et des résolutions que le Canada en la matière peut présenter à la 68e réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies en matière de droits de la personne. Au cours de toutes ces audiences, les questions bilatérales ont été également passées en revue. De leur côté, les forces acquises au changement revendiquent la mise en place d'un nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, conformément, selon elles, aux recommandations des concertations nationales. C'était le mardi dernier lors d'un point de presse tenu à leur siège situé dans la commune de Kinshasa, Afrique Muzinga. Sylvain Kapongo-Sengele. Au cours d'un point de presse organisé ce mardi 13 novembre 2013, les FAC opposition accusent le président de la CENI de violer ce qu'ils appellent les nouveaux pactes républicains par la convocation des partis politiques. En effet, soutiennent les FAC opposition, au terme des concertations nationales, il a été décidé de mettre en place un nouveau bureau de l'administration électorale. Au grand étonnement des FAC opposition, M. l'abbé Maloumalou s'est curieusement arrogé le droit de convoquer les partis politiques le vendredi 8 novembre 2013 pour une consultation dans le cadre de la mise en œuvre d'une feuille de route du processus électoral. Alors qu'au regard des recommandations pertinentes des concertations nationales, exigeant bien sûr la réforme du processus électoral, le bureau actuel de la CENI devrait se limiter à l'expédition des affaires courantes. Dans le souci de consolider la cohésion nationale, quelques recommandations ont été formulées par les FAC opposition. Au président de la République, garant de la bonne fin des recommandations des concertations nationales, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, membre du présidium des concertations nationales et des droits, membre du comité de suivi des dites recommandations, de rappeler à l'ordre M. l'abbé Maloumalou. Les FAC opposition restent convaincus que les 679 recommandations des concertations nationales constituent le nouveau pacte républicain devant régir la gouvernance en RDC jusqu'en 2016. Dans l'actualité aussi, le directeur général de Kibali Gold Mines, Louis Watoum, a remercié au cours d'une conférence de presse organisée le mardi dernier le gouvernement et ses services pour le soutien leur témoigné lors de la saisie à Nairobi de son lingot d'or de 104
86 kg. Le directeur général de cette entreprise est revenu sur cet incident résolu grâce au service public congolais. Pépito Matondo et Eric Izami pour la suite. La vérité finit par triompher. C'est le cas des Kibali Gold Mines, heureuse d'être lavée de tout soupçon et surtout de rentrer dans ses droits après la saisie par les autorités kenyanes d'un colis d'or d'une valeur estimée à 8 millions de dollars américains. Accusée de vouloir trafiquer, la société minière a fourni toutes les preuves en bonne et due forme auprès de tous les services de l'État congolais et de l'État kenyan, après quoi ces colis a été relâché puis livré à l'acheteur. Mais dans tous les cas, la note verbale a été faite par le ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade kenyane ici à Kinshasa et à notre ambassadeur à Nairobi pour confirmer que cette expédition était tout à fait légale, que tous les documents qui accompagnaient cette expédition étaient des documents légaux. Le gouvernement congolais, que je remercie ici pour sa collaboration et son soutien, son support, a donné toutes les assurances possibles aux autorités kenyanes afin qu'ils puissent relâcher cette expédition-là. Pour le staff dirigeant des Kibali Gold Mines, le vieux adage « à quelque chose malheur est bon » trouve tout son sens. C'est un pays frère, le Kenya, qui a voulu faire preuve de vigilance parce que dans le passé, ils ont vu des choses qui sont passées là-bas qui n'étaient pas toujours dans toute légalité. C'est aussi une façon d'aider notre pays, quelque part. Il fallait quand même remercier les autorités pour leur vigilance, pour les bons rapports que nous avons avec eux. Et donc pour eux, c'était très important de redorer leur blason et de veiller à ce que les contrôles soient faits. Kibali Gold Mines compte produire à peu près 2 demi-tonnes d'or jusqu'à la fin de 2013 et 16 à 17 tonnes d'or pour 2014, ce qui fait l'équivalent de 200 à 300 kg d'or par mois. Et dans toutes les opérations, l'État congolais perçoit ses taxes et impôts comme inscrit dans la loi en vigueur en RDC. Éducation et prévention du diabète, c'est le thème autour duquel le monde a célébré aujourd'hui la journée mondiale du diabète à Kinshasa. Plusieurs acteurs dans la lutte contre le diabète et des diabétiques se sont réunis au centre d'éducation dans le diabète alimité pour réfléchir et échanger à l'occasion. Polydor Ngazami, il reviendra certainement demain avec force détail. Et pour bien construire un immeuble, il y a de normes et des étapes à respecter en vue d'empêcher des probables écroulements. Des conseils sont prodigués à ce sujet par un ingénieur en génie civil interrogé par Dieu merci Nzov Mabiala et Blessonda. Avant d'élever un bâtiment en hauteur, du point de vue technique, ce bâtiment devrait répondre aux normes de construction. Lorsque l'on construit de manière anarchique, la conséquence, c'est vite un effondrement qui survient. Le cas de l'immeuble Galaxy Center en dit long. Quand on veut ériger un immeuble, on part d'abord d'un point de vue technique par l'évaluation de la capacité portante du terrain sur lequel on veut ériger l'immeuble. Donc il y a des études de sol qui se font. Le deuxième point, c'est de savoir quel est le bâtiment que l'on voudrait construire. La catastrophe arrive souvent pourquoi? Parce que on est parti d'un immeuble, c'est pas moi, une maison d'un niveau, deux niveaux, qu'on appelle R1, R2, ainsi de suite. On a fait la descente des charges et on a estimé les fondations qui pouvaient supporter un tel immeuble. Mais l'appétit venant en mangeant, il y a des gens qui augmentent sans considérer que la fondation, donc la base même du bâtiment, qui a été érigée en fonction de la nature du sol, a été calculée pour un poids bien déterminé. Non seulement qu'il faut tenir compte de la nature du sol sur lequel ériger un immeuble, le respect des étapes à suivre est aussi de rigueur. L'on conçoit un immeuble, on présente son plan au service attitré du ministère de l'Urbanisme, et c'est là qu'il y a des techniciens qui vont apprécier si déjà l'immeuble que vous voulez concevoir dans le milieu convient. C'est déjà d'un point de vue esthétique. Et puis de deux, si l'immeuble que vous projetez de construire peut tenir sur ce sol dès lors que vous présentez également votre plan de fondation. Les deux réunis, on vous délivre ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir. Pour certains observateurs, le manque de suivi par le ministère de l'Urbanisme et Habitat après l'octroi des terres est aussi le problème qui serait à la base des catastrophes que l'on peut pourtant éviter.
Je le dis certes en ouverture que le gouverneur de la ville de Kinshasa a inauguré lundi 11 novembre l'hospice de vieillards Bolingani à Kingabwa dans la commune de Limete après deux travaux de rénovation et de réhabilitation totalement pris en charge par la fondation Famille Gettler. Les responsables de cette fondation ont également effectué le déplacement de Kinshasa, tel que nous disent Natasha Bomongo et Douzen Belebele. Chose promise, chose faite. L'hospice des vieillards Bolingani à Kingabwa Limete a été enfin rénové. Vu son état de délabrement très avancé, la fondation Famille Gettler a consacré 2 mois de travaux de sa réhabilitation, c'est-à-dire de septembre à novembre 2013. Cet hospice, sous la responsabilité de la paroisse Saint-Kizito, a hérité d'un nouveau bâtiment construit par la GFF. La fondation n'a pas hésité un seul instant à venir pour amorcer les travaux de construction et de rénovation. Et comme vous pouvez le constater, le bâtiment qui est derrière vous a été entièrement construit. Il n'existe pas auparavant. On l'a construit et ce bâtiment va servir au réfectoire de vieillards, à la cuisine. Il y a aussi une partie réservée au dépôt. Et en dehors de ça, nous avons fait tous les travaux de rénovation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a été heureux de l'inaugurer de nouveau dans un style rénové. La gestion de proximité de la cité. J'ai été approché par la fondation Gettler qui m'ont parlé de tout ce qu'ils réalisent dans la ville. J'aimerais quand même que les autres partenaires de la République démocratique du Congo suivent cet exemple. Voilà, ils sont dans le social, l'agriculture, la santé. Nous sommes ici hommes de vieillards. Ils construisent un hôpital à Ngalema. J'aimerais que cet exemple de la fondation Gettler soit suivi par d'autres et la population sera très contente. Cette réhabilitation a coûté à la GFF 53 000 $ américains. Désormais, cette surface va assurer une meilleure prise en charge de personnes du 3e âge par les responsables de l'hospice, mais aussi aidera à redonner les sourires et la dignité à ces pensionnaires indigents durant leur vieux jour. Et en éducation, les nouveaux curricula du cycle professionnel agricole ont été remis au ministre de l'EPSP Maker Mangou ce mercredi au centre Béthanie. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement en RDC, précisément dans les sous-secteurs du primaire et de l'enseignement professionnel. Dieu merci Zob Mabiela avec Précieux Mangonzoy. Ce sont des experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, des ONG qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois pour élaborer un nouveau programme du cycle professionnel agricole adapté aux besoins socio-économiques de l'heure. Ces nouveaux curricula du cycle professionnel agricole remis au ministre de l'enseignement Maker Mangou ont pour objectif de booster le système éducatif de la section technique appelé communément cycle court. Les raisons sont nombreuses et variées, mais la principale demeure la mauvaise opinion de la société qui pense que les enfants qui fréquentent le cycle professionnel ne sont pas doués et qui sont issus de familles modestes. Aussi, beaucoup de jeunes ont-ils embrassé l'enseignement supérieur et universitaire quand bien même les conditions et les moyens ne sont pas réunis. Notre pays a perdu ainsi petit à petit une main-d'œuvre qualifiée des encadreurs de paysans. La production agricole de ces derniers a été fortement perturbée au point qu'elle est tombée très bas avec comme conséquence la pauvreté et la malnutrition. Le cycle professionnel agricole en RDC est désormais réorganisé en 5 options, dont chacune est dotée d'un curriculum répondant au standard international. Le numéro 1 de l'EPSP a invité les parents à encourager leurs enfants à s'y inscrire, car c'est un moyen de lutter contre la pauvreté, assurer l'alimentation et faire de ce pays un grenier agricole, comme le veut le président de la République. Et on ne quitte pas encore l'éducation où la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa a créé un nouveau département des sciences techniques documentaires déjà opérationnel cette année académique. L'annonce a été faite à l'occasion de la célébration de la journée internationale des écrivains africains la semaine dernière. Popol Ziakoa. Créé en 2003
À la suite de la nouvelle école Baden, le département de sciences techniques documentaires de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa a ouvert officiellement ses portes pour cette année académique. Ces nouveaux départements comptent 3 options, dont la bibliothéconomie, l'archivisme, l'édition et jusque-là, 80 étudiants y sont inscrits. Nous formons aussi des gens qui étudient ce que signifient les archives, comment les concevoir, comment les protéger, les restaurer et comment les exploiter. Notre souhait plutôt le plus ardent, que nous puissions former les tout premiers docteurs en sciences et techniques documentaires de notre pays. À la faveur de la Journée internationale des écrivains africains célébrée la semaine dernière, la faculté de lettres interpelle l'opinion sur l'importance de la lecture. Nous devons d'abord évidemment développer la bibliothèque. En Afrique, on n'a pas vraiment de bibliothèque au vrai sens pour la plupart des cas. Si vous venez même à l'université de Kinshasa, bon, nous avons une bibliothèque, mais il manque de livres pour que ceux-ci puissent accéder. Bon, il faut aussi développer la culture de la lecture à travers des émissions comme les Africains plus la télévision, en parler à la télévision pour qu'ils sachent qu'ils peuvent aller à la bibliothèque pour se ressourcer. L'État doit s'impliquer davantage en dotant les universités d'outils pour la recherche, l'histoire et la science, car une nation sans archives est une nation sans mémoire. Et pour clore ce chapitre en éducation, retenez qu'une nouvelle plateforme de la société civile a vu le jour mercredi 13 novembre dénommée Réseau des associations des professeurs d'université de la République démocratique du Congo. Elle a entre autres comme objectif la participation aux prises de décision en tant qu'expert à tous les niveaux. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre tenue au CDSURC, Sylvain Kapombo-Sengele et Africa Musinga. Réunis en vidéoconférence ce mercredi 13 novembre 2013, les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire veulent mettre en jeu leurs expertises savantes au service de la nation congolaise afin que celle-ci soit prise en compte de manière systématique. Voilà pourquoi ils ont créé un réseau qui regroupe toutes les associations des professeurs d'université de la République démocratique du Congo, dénommée RAPICO en sigle. Cette plateforme de la société civile poursuit un certain nombre des objectifs précis. Le RAPICO a pour objectif de jouer pleinement son rôle de leader au sein de la société civile en renforçant ses capacités. Fédérer toutes les énergies savantes, c'est-à-dire les expertises issues de la dite corporation. Accomplir au mieux ses missions classiques, à savoir assurer la formation de l'élite, la production des connaissances par la recherche scientifique et rendre effectivement service à la nation. Participer activement aux prises de décision en tant qu'expert à tous les niveaux. Il faut signaler que la création du RAPICO fait suite aux résolutions et recommandations des récentes concertations nationales et au discours de clôture du président de la République. Ces derniers avaient fait appel à toutes les forces vives de la nation pour qu'elles participent activement à la prise de décisions qui engagent l'avenir du pays. On va lire la presse. Les journaux parus ce matin de la capitale ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvie Fortuné-Mboula, revue de presse. Bienvenue à ces journaux de journaux. Pour parler entre Kinshasa et le M23, Kinshasa déjoue le piège, écrit La République. Pour la délégation de Kinshasa qui a regagné le pays hier, cela est une coupe de poison qu'il faut à tout prix refuser de boire. Ainsi, les deux parties se sont fermement opposées sur la terminologie adoptée quant au document à signer pour la clôture de pourparlers engagés dans la capitale ougandaise il y a plus d'une année. Pendant que l'ex-mouvement tenait au terme accord de paix, Kinshasa pour sa part voudrait que ce soit une déclaration de fin des guerres et des redditions du M23. Les guides, par ailleurs, renseignent que la prolongation sera longue après le rendez-vous manqué de lundi. L'impossible atterrissage pour parler de Kampala entre la RDC et le M23 jette le doute sur l'ensemble du processus de prix engagé dans la région du Grand Lac. Logiquement, Kinshasa, qui a gagné la guerre, doit mener la danse. Mais en face, la main invisible de Kigali et Kampala plane sur ces énièmes ratés. Comme quoi, la vraie bataille n'est fait que commencer. Le risque est que quand
qu'aucun accord ne soit signé, même si pour le moment, les deux parties se disent toujours engagées à aboutir à un tête-à-tête. À bas le jeu, les vocabulaires, Serge débloque Kampala, fort de ses fonctions de secrétaire permanent du 1-23, ne veut nullement se prêter au jeu des vocabulaires, renseigne la prospérité. Encore le quotidien, depuis hier à Kampala, Serge Kabandou et une cohorte de cadres du 1-23, ces 10 ans réalistes et majoritaires, acceptent enfin la proposition gouvernementale pour décrisper la situation et donner ainsi la chance à la paix. Jean Boudouin Mayo, cadre Alienté pour sa part, estime que la déclaration que le mouvement s'apprête à signer à Kampala ne doit pas comporter des engagements à prendre vis-à-vis des rebelles du 1-23, note le dépêche du Brazzaville. D'autre part, Martin Kobler invite Kinshasa à ne pas exclure l'option politique, renseigne la référence plus. Malgré la fin de la guerre dans la partie est de la RDC, de retour de Kampala, il a souligné que Kinshasa et le rebelle ne sont pas entendus sur la forme du document à signer. Enfin, Gaza Hebdo rapporte que le gouvernement tire toutes les leçons de sa victoire. Les sources renseignent que la première phase de ces grands travaux d'évaluation des résultats de la percutante campagne militaire menée avec brio par les FARDC à l'est du pays a commencé à Lubumbashi au cours de la réunion supérieure de la défense présidée dernièrement par le chef de l'État au terme de son séjour de travail à Pretoria. Au niveau du gouvernement, ces travaux se poursuivent, sont désemparés et c'est déjà conclu par le refus de tout compromis avec le vaincu auquel doit s'appliquer la rigueur de la loi du vainqueur. Ça sera tout pour aujourd'hui. Au revoir. Et en page magazine, maintenant les images sur l'inauguration de fin de travaux des rénovations et des réhabilitations de l'hospice de vieillard Bolingani par la Fondation Famille Gettler. Et c'est avec Natasha Boumongo et Douzen Belebele. Dans le cadre de son programme de santé et d'assistance d'urgence, la Fondation Gettler poursuit sa série d'œuvres sociales en acceptant de financer les travaux de rénovation et l'achat de meubles ainsi que d'autres matériels nécessaires à l'amélioration de la prise en charge des personnes du troisième âge abandonnées et oubliées par la société. Bénéficiaire de cette sollicitude, l'hospice des vieillards Bolingani dans la paroisse Saint-Kizito à Kingabwa a été transformé selon le standing international. Coordonnateur de la GFF, François Ndjeka, raconte l'essence de cette initiative. Nous avons été approchés par le responsable de la paroisse après que la sœur Angèle nous ait demandé de venir ici. Et quand nous sommes passés au mois de mai de cette année, nous avons trouvé l'hospice dans un état de délabrement très avancé. L'impression générale qui s'est dégagée lorsqu'on visitait l'hospice, c'était l'impression de tristesse. Il y avait de la crasse partout, il y avait un tas d'immondices. Là où vous voyez le jardin, là, l'endroit qui est préparé, c'était un dépôt d'immondices. Et nous avons vu que l'environnement dans lequel vivaient ces vieillards, ces personnes de troisième âge, n'étaient pas dignes. L'hospice, qui dispose de 13 chambres à coucher, a bénéficié de la construction d'un nouveau bâtiment comprenant une nouvelle cuisine, un réfectoire et un dépôt. La GFF a réfectionné également la toiture et les plafonds des 2 bâtiments abritant les chambres des pensionnaires et les toilettes. Il a été aussi procédé au remplacement de toutes les fenêtres et portes, de la plomberie à la construction de murs de clôture et de 3 puits perdus pour évacuation d'eau. La peinture est refaite sur tous les bâtiments qui s'est vu dotés d'un grand jardin, etc., etc. À l'ouverture de la cérémonie d'inauguration de ces bâtiments, les vicaires de Saint-Kizito, Théotime Lolendo, qui assume l'intérim de père Johan Martins, responsable de la paroisse, a remercié la GFF pour ses bienfaits. Ce qui était aussi en substance les propos du gouverneur de la ville afin de joindre l'utile à l'agréable. André Kimbuta a remis à l'hospice un lot de vivres. C'est ça qu'on appelle la gestion de proximité de la cité. On a tendance à croire, quand on vient investir dans un domaine donné, on ne peut pas s'occuper de la population. Voilà un exemple à suivre. Ils sont dans les mines, mais ils pensent à la population congolaise. Ce qui est très important, les mines ne sont pas ici, leurs mines sont à Qatar. Mais ils investissent ici par rapport au succès de la population quinoise. La directrice de cet hospice, Bernadette Molekou, accompagnée de l'infirmière Francisca Mayekula, n'ont pas tari d'éloges à l'égard des bienfaiteurs. Vraiment, de ma part, je suis très contente
de voir la Fondation Guetler de venir aussi chez nous parce qu'il a embelli notre hospice. Auparavant, l'hospice était très sale, mais pour le moment, on voit qu'on a eu la nouvelle figure. Ça m'a beaucoup réjoui puisque auparavant, à l'état que nous étions, et à voir maintenant, on dirait que nous sommes dans une ville là, nous sommes à Bombipa Kingaboua. Pour les bénéficiaires, cet acte providentiel est un soulagement réel et il est donc apprécié avec beaucoup de bonheur. Nous sommes très heureux de tout ce que vous avez fait pour l'aménagement, le financement de tous ces travaux qui se sont passés. Nous sommes très heureux, un changement total, très mirobolant, très merveilleux même par rapport à ce qui a été. Et vous, quitte à nous à nous montrer maintenant propre, partout, dans la maison, dans la toilette, pour éviter certaines maladies qui peuvent nous attraper. Merci mingi papa Decler. Lukula bongisi biso bisika ya kuvanda. Tobandaki kuvanda mabe, kulala mabe, siko tuzwi ndako ya kitoko. Akanisa biso, abusana biso ndiambi abatela ye. Une inquiétude peut-être? En fait, de la Fondation, nous sollicitons ce que nous manquons. Qu'on nous achète au moins les câbles pour l'électricité. Et nous manquons aussi les congélateurs, la cuisinière, pour que les vieillards prennent au moins les moyens qu'on les prépare à manger, quoi. Altruiste et humaniste jusqu'au bout des ongles, la Fondation Guetler n'a pas hésité à venir en aide à ces personnes du troisième âge qui nous rappellent qu'ils étaient comme nous. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce remerciement au nom de Sylvain Kapombo Bosengele, chef d'édition d'aujourd'hui, qui souffle d'ailleurs sur une bougie de plus de sa vie. La rédaction d'Antena partage donc son bonheur. Merci infiniment de rester avec nous et de continuer de suivre le programme de votre chaîne. Ce programme vous a été offert par RTL Mani. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie. La famille Ilunga Mbwamba Jean a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille et à tous les ressortissants de Benabitanda, Chikuyu, Mputu, Chisanga, Bakwankole et en général Benakabia et à tous les amis et connaissances les décès de leurs fils, frères, beaux-frères et amis Jean-Marie Badibanga Badra. Le décès survenu ce dimanche 10 novembre 2013 à 13h. La levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph interviendra le vendredi 15 novembre 2013 et l'enterrement est prévu le samedi 16 novembre au cimetière de Kinkole. Le corps sera exposé dans la parcelle familiale située sur l'avenue Mulumbakachi au numéro 6 au quartier Rigini dans la commune de Lemba. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille Ilunga Mbwamba Jean a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille et à tous les ressortissants de Benabitanda, Chikuyu, Mputu, Chisanga, Bakwankole et en général Benakabia et à tous les amis et connaissances les décès de leurs fils, frères, beaux-frères et amis Jean-Marie Badibanga Badra. Le décès survenu ce dimanche 10 novembre 2013 à 13h. La levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph interviendra le vendredi 15 novembre 2013 et l'enterrement est prévu le samedi 16 novembre au cimetière de Kinkole. Le corps sera exposé dans la parcelle familiale située sur l'avenue Mulumbakachi au numéro 6 au quartier Rigini dans la commune de Lemba. Ce communiqué tient lieu de faire part.